Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'émission qui met en lumière les esprits créatifs et les innovations technologiques Made in Mali. Chaque semaine, nous plongeons au cœur des inventions locales, l'innovation numérique des startups audacieuses avec des talents qui transforment notre quotidien. On se retrouve juste après le sommaire. À la découverte ce soir du Thinking Club, un incubateur d'intelligence collective, de bricolage, en d'autres termes, une maison commune pour tous les passionnés de technologie. Dans ce club, les jeunes travaillent sur des projets comme des conceptions de machines simples, la programmation électronique, robotique, recyclage, agriculture intelligente, entre autres. L'intelligence artificielle nous rendrait-il bêtes? Une étude réalisée par le Massachusetts Institute of Technology révèle que l'utilisation de l'IA entraîne une diminution de l'activité cérébrale et révèle également une dangereuse dépendance. Nous ferons le point tout à l'heure. L'association internationale Internet Society existe depuis 1992 et au Mali depuis 1998. Elle est aujourd'hui un acteur important de la promotion de l'Internet au Mali, alliant études pour comprendre les défis locaux, mobilisation technique et inclusion numérique par des formations sociales. Son objectif est de coordonner le développement des réseaux informatiques dans le monde, travailler à ce qu'Internet puisse être sécurisé, digne de confiance et accessible à tous. Mais de sa création à nos jours, quelle est véritablement l'efficacité du chapitre malien? A-t-il réellement réussi à vulgariser Internet? Est-ce que son programme correspond aux réalités du Mali? On s'y est intéressé et on vous montre. Créée en 1992, l'Internet Society est une association de droit américain à vocation internationale qui joue un rôle de premier plan dans la défense de l'Internet. Représentée au niveau des différents pays sous forme de chapitres et de groupes d'intérêts spéciaux appelés SIG, l'association regroupe globalement aujourd'hui 104 681 membres individuels, 87 membres organisationnels et près de 127 chapitres et SIG dans le monde. Au Mali, le chapitre a été mis en place en 1998. J'ai intégré à l'Internet Society chapitre du Mali depuis 2018 à travers les différentes activités qu'il a eu à mener. Donc je suivais ces activités-là, c'est ce qui m'a motivé vraiment à adhérer à l'association. Premièrement, j'ai acquis des connaissances à travers les formations que j'ai eu à suivre au sein de l'Internet Society. Et aussi, j'ai participé à des activités concrètes, des projets tels que, comme on appelle, la plateforme numérique de compétences des femmes, à travers lequel j'étais formatrice, j'ai fait des sensibilisations aussi. Donc, c'est une activité qui a permis à ces femmes-là de promouvoir leurs activités génératrices de revenus à travers l'utilisation responsable de l'Internet. Composé de toutes les couches socio-professionnelles au Mali, le chapitre appuie l'État malien dans l'élaboration des stratégies et des politiques TIC au niveau national, œuvre pour la promotion et la vulgarisation d'Internet, regrouper les opérateurs maliens, mettre en place le forum de l'Internet au Mali, entre autres. Ce qu'on peut retenir, c'est que de sa création à nos jours, Internet Society Mali s'est intéressé à tous les domaines qui touchent d'une façon globale la vie de l'Internet. Nous avons, dans un premier temps, le renforcement des capacités de nos différents membres. Et ce renforcement des capacités va au-delà également de nos membres parce que ça touche d'autres couches qui ne sont même pas nos membres. Nous avons accompagné l'État dans beaucoup de projets, notamment le rapatriement du point ML, qui était une problématique vraiment cruciale pour notre pays. En plus du point ML aussi, nous pouvons noter le point de change, Internet du Mali. C'est aussi, si on peut le dire ainsi, une œuvre qui a été impulsée par le chapitre malien de l'Internet Society. En plus du point d'échange, ISOC Mali a mis en place aussi Malinog. Malinog, c'est Mali Network Operator Group, qui est un groupe des opérateurs des réseaux maliens. Ce chaînon aussi existe dans beaucoup de pays, que ce soit en Afrique ou bien en Europe. Et c'est un chaînon qui est extrêmement important parce que au niveau africain, le chaînon il existe et dans tous les pays, on a des représentations aussi qui existent. Et au Mali, cette représentation a été mise en place par le chapitre malien de l'Internet Society. La formation et les renforcements de capacités sont parmi les activités clés de l'Internet Society. Les formations touchent plusieurs domaines. C'est à cet effet que ce 24 juin s'est clôturée la 3e édition de la formation sur la conception et le déploiement des réseaux informatiques à l'endroit des jeunes filles, principalement, et quelques garçons se sont invités à la formation. Ma motivation était déjà de
comprendre déjà comment ça se passe dans le monde pratique, comment tout ce qui est matériel, on arrive à les utiliser dans le monde réel. Parce qu'à l'école, nous sommes plus face à utiliser seulement tout ce qui est théorique. Et je dirais vraiment que cette formation était vraiment au-dessus de mes attentes parce que de base, toutes les formations auxquelles j'ai participé qui étaient un peu pratiques n'étaient pas aussi approfondies que celui que j'ai eu avec ISOC. On a eu vraiment à travailler sur tout ce qui est vraiment notions pratiques, tout ce qui est câblage, adressage IP, configuration et tout ce qui est sécurité. On a eu même à mettre des propres réseaux en place qui ont eu à communiquer entre eux et voilà. En fait, cette formation a été une très grande utilité pour moi. En fait, bien vrai que je suis étudiant et puis que je travaille dans le domaine de l'informatique, mais j'avais des notions de base. Mais à travers cette formation, elle m'a permis de découvrir des nouvelles choses. Un exemple de ces choses que j'ai découvert à travers cette formation, je dirais que ça serait la configuration des switches via le port console. Ça, c'était quelque chose que je n'avais jamais mis ça en pratique. Bien vrai que je faisais virtuellement en utilisant les logiciels de simulation, mais en réalité, je n'avais jamais mis ça en pratique. Aussi, les différentes étapes à suivre pour élaborer ou soudure des fibres optiques, ça c'était aussi très intéressant. Si les réalisations d'Internet Society et surtout du chapitre malien sont ressenties et palpables au Mali, cela n'a pourtant pas été de tout repos. De sa création à nos jours, elle est passée par énormément de défis, dont le plus crucial est le manque de financement. Dans le temps, les premiers défis qu'on avait étaient vraiment des défis des ressources humaines, des défis de financement, parce qu'il nous est arrivé des moments où nous, en tant que membres du bureau ou bien membres simples d'Internet Society Mali, on cotisait pour ne serait-ce que pouvoir organiser juste des conférences ou bien des petites formations. Mais aujourd'hui, on n'en est vraiment pas là. Nous avons pu nous frayer notre propre chemin, ce qui fait que nous arrivons à mener beaucoup d'activités. De nos jours, les défis auxquels on est confronté, c'est qu'on a des problèmes de financement. Nous sommes une organisation à but non lucratif, composée uniquement de volontaires, et on a vraiment besoin des supports, on a besoin des sponsors pour qu'on puisse mener à bien nos activités. C'est vrai, nous sommes une organisation de volontaires, on mène des activités qui sont vraiment gratuites à l'endroit de tout le monde, mais il faut reconnaître que ces activités ont un coût et quelque part il faut que quelqu'un supporte ce coût. Même si les participants aux différentes formations, les participants aux différents ateliers ne payent pas pour y participer, mais il faut reconnaître quand même qu'il y a quelqu'un qui paye derrière. Donc nous avons vraiment des défis de sponsoring de nos jours, parce que nous avons plusieurs activités en suspens, mais en réalité, on n'a pas les moyens pour les réaliser. Quelques-unes de ces activités vont, par exemple, de l'actualisation de notre étude sur l'état de l'Internet que nous avons réalisée en 2020-2021. Et de nos jours, tout le temps, nous recevons des demandes, nous recevons des requêtes par rapport à la mise à jour de cette étude. Ensuite, ce qui nous tient également à cœur aussi, c'est faire une étude sur l'histoire de l'Internet au Mali. Parce que ce qui est sûr, nous avons fouillé, nous avons cherché, nous avons recherché, nous n'avons pas trouvé. On n'a aucun document structuré, c'est-à-dire qui retrace la vie de l'Internet du début jusqu'à nos jours. On n'en a pas au Mali. De par sa ténacité, ISOC Mali a été désigné chapitre africain le plus actif en décembre 2022, occupant depuis cette date la première place du classement en Afrique devant les autres chapitres. Cette vitalité manifeste renforce le partenariat avec le gouvernement pour promouvoir Internet comme un moteur de développement socio-économique. Mais malgré tous ces efforts, des défis structurels d'infrastructure et de cybersécurité demeurent. À Bamako, au cœur d'un Mali en pleine mutation et en quête de solutions locales durables, un espace unique est en train de dessiner les contours d'un avenir plus prometteur. Le Faking Club, laboratoire d'innovation basé dans la capitale, s'affirme comme un véritable catalyseur de talents et d'idées, offrant aux jeunes un environnement moderne, stimulant et ouvert pour penser, créer et agir autrement. Pour vous, ce soir, nous sommes allés à la découverte de cette académie. Créé dans un contexte où les défis économiques, sociaux et environnementaux exigent des réponses nouvelles et adaptées,
Le Thinking Club est un incubateur d'intelligence collective, une maison commune pour tous les passionnés de technologie, de bricolage, dont le slogan « Do it yourself », du design, mais bien sûr d'innovation sociale. Ok, Thinking Club, d'abord je vais commencer par les noms. Donc en français c'est le club de la réflexion. Pourquoi? Parce que déjà nous avons vu vraiment donc, un manque d'innovation ici au Mali. Donc il faut quand même un laboratoire comme celui-ci pour que donc, les jeunes puissent vraiment venir ici et apprendre. Parce que nous savons que vraiment donc, les jeunes maliens sont talentueux, ils ont des talents. Donc il faut vraiment développer donc, ces talents-là. Et raison pour laquelle nous avons créé ce club-là. Au début, c'est-à-dire nous avons un partenaire qu'on appelle Henk Tibé, il est américain. Donc il avait eu l'idée vraiment donc, de créer un labo. Donc là, pour lui, comme il est un peu voilà, donc, nouveau au Mali, donc c'est un peu difficile pour lui donc, vraiment donc, de mettre ensemble donc, les jeunes. Donc il faut quand même donc, mettre en place donc, une stratégie. Raison pour laquelle nous avons d'abord identifié les jeunes voilà, qui sont talentueux. Donc il y a certains qui ne sont même pas, donc, qui n'ont même pas une éducation un peu élevée. Donc voilà. Comme ça, nous avons pu vraiment donc, mettre en place donc, ces labos-là. L'idée fondatrice est d'offrir aux jeunes maliens, souvent exclus des espaces de réflexion et de création, un cadre propice pour rêver, apprendre et construire. À travers ce laboratoire, les fondateurs souhaitent bâtir une génération d'innovateurs et d'ingénieurs capables de concevoir des solutions concrètes aux problèmes qui affectent leur quotidien. Cette chance fut très bien saisie par les jeunes apprentis de ce club. Par exemple, ce jeune ayant conçu un nettoyeur de main plutôt original. Dans les créations de Thinking Club, il faut bien me présenter. Bon, ni biton mato, jiga kono, donc avec jibo automatiquement. Ni minan joagoro, ni tega joagoro, avec jibo automatiquement. On a créé pour que la sera rumne kunglo manipuler noa mogobolo. Parce que kuma chama mogo beta rumne do il faut ni robinet b'i ka da la ni mɔgɔ bɛna ji t'a la u b'a kunkolo manipuler donc robinet kunkolo ka tiɲɛni ka teli Mali la yan trop donc n'a kɛra a bɛ ji bɔli caya dɔgɔtɔrɔso ninnu fana la i bɛ taa sɔrɔ opération kɛ salle kɔnɔ donc mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ baara kɛ opération salle kɔnɔ ni e bɔra a bɛ se ka kɛ banabagatɔ dɔw ka bana dɔw b'i ka gants ni ka fɛnw na e b'i tilen ka taa k'i bɛ t'i tɛgɛ ko i bɛ taa maga robinet kunkolo la fɛnɛ quoi donc i tɛ maga la i b'i tɛgɛ jɔ robinet kɔrɔ a bɛ ji bila ka jigin e b'i tɛgɛ ko ka taga et contacter ni robinet cɛ donc mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ bɛ na o b'a kɛ ten tɔ ka taga. Le club mise sur une approche pratique et inclusive. Ici, pas de longues conférences ni de formations abstraites. Les jeunes travaillent directement sur les objets réels comme des conceptions de machines simples, la programmation, électronique, robotique, recyclage, agriculture intelligente. Chaque prototype est pensé pour être utile à la communauté, reproductible et réalisé avec des moyens accessibles. Donc, du début jusqu'à présent, nous avons à peu près donc, 15 jeunes qui sont formés. Voilà. Parmi ces 15 jeunes, donc, il y a certains qui sont déjà, donc, qui sont déjà avancés dans leur projet. Donc, il y a certains qui continuent à venir et développer. Parce que pour nous, tout ce que nous faisons, c'est essayer de les fournir des guides. Ce n'est pas quelque chose de les dictons. Non, nous ne les dictons pas. Tout ce que nous essayons de focaliser sur ton projet. Et donc, s'il y a de l'aide côté matériel, côté idée ou mentorat, nous sommes toujours prêts donc, à offrir. Voilà. L'espace met à disposition des outils modernes. Imprimante 3D, kit Arduino, machine-outils, logiciel de modélisation, un réseau de mentors expérimentés, ainsi qu'une équipe pluridisciplinaire composée d'ingénieurs, d'enseignants, de techniciens et de makers. Tous sont unis pour une même volonté, celle de transmettre leur savoir-faire et inspirer l'engagement. En venant ici, j'ai appris l'Arduino et la programmation. Grâce à ça, on a pu faire le feu tricolore. J'ai fait ça avec ma camarade sur 2 voies. Et si les motocyclistes veulent traverser pour aller sur l'autre voie, le feu de l'autre côté sera en rouge. Et il y aura quelques secondes pour passer. On a fait ça. Et dans le futur, on a un projet en commun avec ma camarade, la poubelle mécanique. La poubelle mécanique, on va utiliser des batteries, des interrupteurs et des systèmes qui peuvent mesurer le niveau de la poubelle. Si les gens qui vont venir ramasser, si la poubelle n'est pas remplie, ils vont venir après. Ils vont aller ramasser pour d'autres. Ils auront le temps de travailler efficacement. Au Thinking Club, j'ai réalisé beaucoup de projets, notamment
un drone F-22, un moustrap et également un truc qui permet d'attraper les moustiques et les insectes aussi. Mon premier projet au club, c'est le drone que j'ai fait. Le drone, c'était un drone qui permet de, quand on l'équipe d'une caméra, qui permet de surveiller les alentours et tout. Donc je l'ai fait dans le but précisément d'aider nos forces de l'ordre pour les permettre d'avoir un drone accessible ici au Mali à faible coût, qui peut être très utile aussi dans les bases. Et le deuxième, c'est un moustrap. C'est un appareil qui permet d'attraper les moustiques qu'on appelle messie, qui sont très difficiles à attraper même avec les cols. Donc avec cet appareil, on peut les attraper facilement et ils peuvent être collés. On peut aussi ajouter des cols pour qu'ils soient collés pour les gens qui ont peur d'ouvrir la porte pour qu'ils sortent, quoi. Le Thinking Club inscrit pleinement ses actions dans la dynamique des développements durables. L'accent est mis sur la conception de solutions locales face à des enjeux comme la gestion des déchets, l'accès à l'énergie, l'éducation numérique ou encore l'autonomisation des jeunes. Actuellement, je travaille sur un projet que je l'appelle le gant DAO-Shock. Donc, le gant DAO-Shock était un gant de défense non létal. Donc, ce gant permet de neutraliser un agresseur temporairement sans lui causer une blessure grave par la grâce des décharges électriques de 45 000 volts. À une haute intensité et un faible ampérage, quoi. Donc ce gant, on le met sur le main comme vous voyez. Donc, et ensuite il a deux modes principaux de fonctionnalité. Donc le premier mode est qu'on peut le mettre sur le mode torche quand les utilisateurs sont en train d'utiliser, donc dans les endroits pendant la nuit ou dans les grottes et tout, tu vois, comme vous voyez des trucs de sécurité et vol, quoi. Et ensuite, il y a une deuxième fonctionnalité principale est que ces gants, tu peux les mettre sur le mode électrochoc si tu veux te défendre contre un agresseur. Donc à ce moment, quand tu le mets sur le mode électrochoc, ça allume les lumières rouges, donc ça montre que c'est en mode défense. Et après, tu appuies sur le bouton, donc tu fais ça. Donc à travers les décharges électriques que ça sort sur les 4 plaques métal, donc ça permet de neutraliser une personne si tu touches sur le pot et que tu fais le truc là. Donc ces gants de défense, j'ai réalisé précisément pour le souci de sécurité et les gens qui évoluent dans les domaines de la sécurité, comme la police, donc gendarmerie et les militaires. Donc j'ai fait ce projet pour eux là. Donc c'est vraiment intéressant et il y a des sociétés qui sont vraiment intéressées pour ce projet. Donc c'est mon objectif de le réaliser, c'est comme de l'industrialiser et pouvoir les vendre à ceux qui en ont besoin. Ça sera vendre uniquement des professionnels de sécurité. Dans un pays où les opportunités sont encore rares et l'innovation souvent perçue comme lointaine, le Thinking Club prouve qu'avec un peu de moyens, beaucoup de passion et une bonne dose de collaboration, il est possible de changer les choses par le bas. L'initiative s'inscrit parfaitement dans les ambitions de souveraineté technologique du Mali, en misant sur le capital humain et la créativité de sa jeunesse. Et si nos déchets plastiques pouvaient un jour soulager nos maux de tête? Des chercheurs ont réussi à transformer les déchets plastiques en paracétamol grâce à une réaction impliquant des bactéries E. coli, selon une étude publiée ce lundi, réalisée par des chercheurs de l'université d'Édimbourg. Les auteurs de l'étude ont procédé en plusieurs étapes. Ils ont d'abord utilisé des composants d'une bouteille usagée en plastique PET pour induire une réaction chimique dans une souche de batterie intestinale des organismes à sang chaud dénommés E. coli. À l'issue de cette première étape, les bactéries ont synthétisé une molécule dite PABA. Puis en modifiant génétiquement les bactéries, les scientifiques leur ont permis de transformer cette molécule en paracétamol. Les auteurs avancent que cette expérience ouvre la voie à de nouvelles techniques pour recycler les déchets à base de plastique et qu'il est possible de produire ce médicament essentiel à partir de déchets plastiques via un processus qui ne pourrait pas fonctionner à partir d'une synthèse seulement chimique ou seulement biologique. L'étude a néanmoins suscité le scepticisme chez les organisations de défense de l'environnement. Utilisé contre la douleur et la fièvre, le paracétamol est l'un des médicaments les plus utilisés au monde. Il est actuellement fabriqué à partir de molécules dérivées du benzène qui, comme certains plastiques, peut provenir du pétrole. Ces techniques sont très peu coûteuses mais assez polluantes. Quant au type de plastique recyclé utilisé dans l'étude, il sert notamment à fabriquer des bouteilles et des emballages alimentaires.
Des usages qui génèrent plus de 350 millions de tonnes de déchets par an dans le monde et son recyclage pose un certain nombre de difficultés, souligne l'université d'Édimbourg. ChatGPT vous rend bête. Et oui, vous avez bien compris, l'intelligence artificielle promet efficacité et gain de temps. Par contre, un regard plus attentif sur leurs effets sur l'esprit humain s'impose, mais aussi des inquiétudes majeures sur l'impact à long terme de ces technologies sur la pensée critique et la mémoire. C'est le résultat d'une récente étude menée par le Massachusetts Institute of Technology. Selon l'étude, l'utilisation intensive d'outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT affaiblit nos capacités cognitives et nos fonctions cérébrales. Au Mali, beaucoup de jeunes ne semblent pas d'accord avec cette assertion. En tout cas, ceux que nous avons interrogés contredisent cette étude. ChatGPT est l'application coup de cœur de Malinov ce soir. L'intelligence artificielle générative a transformé de nombreux aspects de notre quotidien. De la rédaction de courriers électroniques à la création de contenu ou encore à l'écoute active. L'étude de Massachusetts Institute of Technology a porté sur quelques individus âgés de 18 à 39 ans. Elle a consisté à leur demander de rédiger des essais dans des différentes conditions avec ChatGPT, avec un moteur de recherche classique comme Google ou sans aucune assistance. Les résultats ont démontré que le groupe utilisant ChatGPT a l'engagement cérébral le plus faible, affichant des performances inférieures au niveau neural, linguistique et comportemental. Au fil des essais, ces participants ont manifesté une tendance accrue à la passivité allant jusqu'à de simples copier-coller. À l'inverse, les groupes ayant travaillé sans IA ou avec Google ont démontré une activité cérébrale plus élevée, une meilleure connectivité neuronale et une satisfaction accrue quant à leur travail. Non, ChatGPT ne rend pas bête parce que vous allez voir avec ChatGPT, à 1 ou 2 minutes, tu peux trouver certaines réponses fiables à tes recherches. Tandis que quand tu vas sur Google ou autre chose, tu peux perdre plus de temps là-bas avant de trouver ce que tu cherches. Ça dépendra de l'utilisateur, la personne qui utilise. Parce que quand tu utilises à bon escient, donc au contraire, au lieu que ça te rend bête, ça te rend plus intelligent, plus instruit. Mais si tu utilises ChatGPT dans le cadre de ne pas trop réfléchir, donc vous allez voir que ton capacité diminue donc à chaque fois que tu l'utilises, quoi. L'étude du MIT ne se contente pas de pointer du doigt une diminution de l'activité cérébrale. Elle relève également une dangereuse dépendance lorsque les participants ayant initialement utilisé ChatGPT ont été contraints de retravailler un essai sans outil. Ils ont peiné à se souvenir de leur propre texte. Leurs zones cérébrales alpha et theta associées au processus de mémoire profonde étaient plus faibles, indiquant que la tâche avait été exécutée sans véritable intégration des informations dans leur réseau mémoriel. Cette absence d'assimilation suggère que la commodité offerte par les IA se fait au détriment d'un apprentissage profond et d'une mémorisation durable. Il y a des gens, uniquement ils sont basés que sur l'IA. C'est sur ce point on peut dire que l'IA rend bête. On ne peut pas dire directement que l'IA rend bête. Parce que notamment il y a des entreprises même qui fabriquent ces IA-là. Ils ont réfléchi pour fabriquer ces IA. Et ces IA sont en train de les aider notamment encore à fabriquer d'autres IA. Donc on ne peut pas dire que l'IA rend bête. Ça dépend de l'utilisation de l'IA. J'utilise ChatGPT seulement pour mes recherches et pour mes analyses souvent. Selon les évaluateurs, si l'IA peut parfois aider à structurer des idées ou à formuler des phrases, elle risque de remplacer le processus de réflexion autonome, conduisant à des productions jugées sans âme. Bien que certaines études récentes explorent comment l'IA peut augmenter la créativité dans les tâches quotidiennes en combinant divers concepts, la capacité à générer des idées véritablement originales semble rester l'apanage de l'esprit humain non assisté. D'abord, l'intelligence artificielle, c'est des outils très pertinents, surtout le monde où on est actuellement avec le développement des TIC. On peut se rendre maintenant en France dans l'avion. Auparavant, on marchait à dos d'âne. Auparavant, on utilisait les trucs traditionnels pour bien mener nos activités. Quand on utilise l'intelligence artificielle pour non seulement mener nos différentes recherches, non seulement elle est très capitale, mais l'un des inconvénients aussi,
ça va rendre les individus très paresseux, surtout les machines ont remplacé les individus dans les différents ateliers de travail. Et ça favorise aussi le chômage dans le pays, vu que les robots, avec l'utilisation des robots, ça remplace les individus dans les lieux de travail. Une fois que ça remplace les individus dans le lieu de travail, ça va favoriser le chômage dans le pays. Et là, ça c'est les inconvénients de l'outil informatique aussi. Il est crucial de comprendre que si l'IA peut améliorer la productivité, elle ne garantit pas l'assimilation intellectuelle nécessaire à un développement complet. Sachez donc que s'appuyer excessivement sur l'intelligence artificielle pourrait entraver l'acquisition de compétences essentielles, notamment en matière de pensée critique et d'analyse. Imaginez un monde où changer d'opérateur ou activer un nouveau forfait se fait en un clic sans carte SIM physique. C'est la promesse révolutionnaire de l'eSIM, une technologie qui redéfinit la connectivité mobile. Mais qu'est-ce que l'eSIM et pourquoi va-t-elle transformer nos habitudes? Découvrons-le ensemble dans l'astuce tech du jour. Depuis l'iPhone XS et certains Android en 2018, les smartphones embarquent une technologie eSIM qui permet d'avoir un deuxième forfait mobile sur le même appareil, ce qui permet par exemple en passant par une autre application de souscrire temporairement à un forfait de données quand vous prévoyez d'aller à l'étranger. Cela permet d'avoir Internet mobile dans un autre pays bien moins cher que si vous l'utilisez avec un forfait traditionnel. C'est justement ce que permet l'application Swahili. Voici comment ça marche. Grâce à leur application, vous pouvez souscrire en quelques minutes un forfait de données de plus de 160 pays. Vous choisissez l'enveloppe de données en fonction de vos besoins, puis vous suivez les instructions pour activer et installer en quelques secondes la eSIM sur votre iPhone et c'est tout. Quand vous arrivez dans le pays en question, l'iPhone va le détecter et activer votre forfait de données pris avec Swahili. Vous pourrez ainsi tout de suite commencer à utiliser Internet mobile sans craindre des frais d'itinérance exorbitants. Pendant votre voyage, vous n'allez plus attendre d'avoir accès à une connexion Wi-Fi, des fois de mauvaise qualité, genre dans les aéroports, pour consulter quelque chose en ligne, comme Google Maps ou communiquer avec vos proches sur WhatsApp. Quand vous arrivez à 80% de votre forfait de données, l'app vous envoie une notification vous suggérant un renouvellement si vous en avez besoin, histoire de ne pas être pris au dépourvu. Voici un peu de quoi est capable l'eSIM. Pas tout son potentiel, mais celui-là intéresse tout le monde. Merci de nous avoir suivis jusque-là et prenez soin de vous. C'est cette note d'astuce qui met un point final à l'émission d'aujourd'hui. Merci d'explorer avec nous les idées, talents et technologies qui, à coup sûr, façonnent notre avenir. Au revoir.